Et salut à tous, c'est Nostook et je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes toujours à France Centra. Prenez place, prenez du popcorn parce qu'on est parti pour ce qui est pour moi la quête la plus débile de ce jeu. Non mais vraiment. Enfin non, la deuxième quête la plus débile de ce jeu parce qu'il y a la Reine des Cartes qui est pas mal aussi dans le genre. Mais je vais pas la faire la quête de la Reine des Cartes parce que voilà. Alors, nous sommes donc toujours à Centra parce qu'en fait nous avons une deuxième GeForce à récupérer ici. Et que peu de gens connaissent parce que les conditions pour l'avoir sont complètement débiles. En fait, ce qu'on veut tuer, c'est tuer les tombéries. 20 tombéries. Je me demande sérieusement quel genre de drogue ils ont fumé quand ils ont fait cette quête annexe. C'est complètement débile. 20 tombéries, quoi. Vraiment, c'est la quête la plus débile de ce jeu. Après la Reine des Cartes. Mais voilà. Oh là, on va devoir tuer 20 tombéries. Le pire, c'est que vous devez les tuer d'affilée. Parce que si vous sortez, en fait, le jeu va diminuer votre décompte de tombéries. Il revient pas à 0. Il y en a qui disent qu'il revient à 0 si vous sortez de la zone et que vous allez faire autre chose. Mais c'est faux. Je sais pas exactement comment ça marche, mais j'ai constaté, quand vous sortez, effectivement, le jeu réduit votre nombre de tombéries que vous avez tués. Enfin, il réduit le nombre de tombéries prises en compte que vous avez tués pour faire apparaître le tombéry senior. Parce que c'est ce qu'on veut, faire apparaître le tombéry senior. Mais je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, si vous sortez et que vous, juste pour sauvegarder et revenir, un truc comme ça, un truc pareil, comme ça, vous n'avez pas besoin de retuer les 20 tombéries. Ça revient pas à 0. Heureusement, parce qu'à un moment je vais devoir sortir parce que j'ai oublié de faire un truc, je crois. Je sais plus pourquoi j'étais sorti d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc comment on tue les tombéries? Comme vous le voyez, donc festival, voilà. Festival de Limit Break. Parce qu'en fait les tombéries, ce qu'ils font c'est que, comme quasiment tous les FF, ils se rapprochent de vous lentement. Et ils mettent 4 ou 5 tours à se rapprocher suffisamment pour pouvoir vous attaquer au corps à corps. Et donc pendant ce temps ils font rien. Des fois ils contre-attaquent avec Everyone's Gouge, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc c'est une contre-attaque qui fait des dégâts sur le nombre de monstres que vous avez tués avec le personnage visé. Sauf que contrairement à Final Fantasy X où il contre-attaque à chaque fois, dans Final Fantasy VIII il contre-attaque très rarement avec cette attaque. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rebooster le crisis level de Squall. Voilà. Donc en gros ce qu'on veut faire, donc c'est ça, c'est en gros on va spammer les limit break. Je spam acide avec Kisti parce que si ça fait défense 0, ça pourra toujours faire plus de dégâts que de base, donc ça sera toujours plus rapide. Je spam les balles anti-char avec Irvine. Parce qu'un truc qui est bien, c'est que les tombéries peuvent rapporter des désosseurs. Les désosseurs, ça permet de créer 20 balles anti-char. Donc du coup, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de les tuer en avec moins de 20 balles anti-char. Comme ça, s'il drop un désosseur, il rapporte 20 balles anti-char. Au passage, là, vous avez vu que la dernière balle de rune a fait 0. En fait, c'est un truc qui est très bien fait, je trouve, parce que sinon, on aurait gaspillé des munitions pour rien si on n'avait pas ce truc-là. Quand l'ennemi n'a plus de points de vie, les balles de Irvine font 0. En gros, c'est un indicateur pour vous dire qu'il faut vous arrêter, parce que sinon, vous allez gaspiller vos balles pour rien. Voilà, donc Chief Knight. Je sais pas pourquoi... Chief Knife, pardon. Je sais pas pourquoi ils ont renommé ça désosseur en français. Bon, désosseur, ça fait quand même plus classe que Chief Knife, c'est vrai. Voilà. Si vous avez plus de balles anti-char, faites les balles tornades. Ouais, donc voilà, moi je mets le turbo pour faire apparaître vite parce qu'on va être là pendant un long moment. Je vais vous montrer juste quelques fights contre les tombéries, j'ai pas tous vous les montrer, je vous rassure. De toute façon, c'est à peu près toujours pareil. Hein. Ouais, quand ils vous prennent par surprise, moi je conseille de fuir parce que c'est possible que vous n'ayez pas le temps en fait. Notamment par exemple, là comme là il vient de se rapprocher 2 fois avant que je puisse agir. S'il se rapproche plus d'une fois avant que vous puissiez réagir, il y a de fortes chances que malheureusement il va arriver jusqu'à vous avant que vous ayez le temps de le buter. Donc je conseille de fuir et de recommencer. Si vous fuyez, ça réduit pas votre nombre de tombéries à tuer. Enfin, ça n'augmente pas votre nombre de tombéries à tuer. Alors par contre, ce
qui est chiant en fait avec cette quête, c'est qu'il faut être prêt à affronter le Tonberry Senior à tout moment parce qu'en fait il va apparaître directement après que vous ayez tué le 20e Tonberry. Donc voilà, donc je vais vous montrer je crois 3-4 combats avec les Tonberry, après je couperai, je montrerai peut-être un autre truc, je crois pour le moment j'utiliserai la Lion Heart. Ah bah non j'ai rien dit, bah voilà la Lion Heart. Bon bah voilà, vous l'avez pas vu au dernier épisode, bah je vous le montre maintenant. Alors par contre, voilà, ça a été nerfé, hein, faut pas... De toute façon je trouve que c'est une bonne chose parce que franchement c'était une attaque qui était trop pétée dans la version de base. C'est une bonne chose qu'il l'ait nerfé. Et puis en plus, contrairement au Limit Break de Zell, le nerf est pas trop abusé. Parce que le Limit Break de Zell, je trouve qu'ils ont vachement abusé sur le nerf. C'est genre ça fait même pas, ça fait 20 fois moins de dégâts qu'avant quoi, un truc du genre. Ok. En fait, il faudrait peut-être que je réessaye le Limit Break de Zell parce que en fait, il y a que 4 attaques du Limit Break de Zell qui ont été nerfées. L'attaque du dauphin et l'attaque où il fait une espèce de suplex n'ont pas été nerfées. Et ses coups de grâce ont été boostés. Donc en fait, c'est peut-être possible encore de faire des bons dégâts avec le Limit Break de Zell. À l'occasion, je testerai. Voilà. Mais bon, voilà, vous avez eu l'occasion de voir la Leonhardt. En coup critique, 9999 Black Team Zone. Je disais pas des conneries quand je disais que ça avait été boosté dans ce mode. Voilà. En plus, il rapporte pas d'expérience. Je suis sûr que ça a été fait exprès pour ceux qui voulaient faire des no-level games parce que les Tonberry rapportent pas d'expérience. Du coup, même en tuant 20, vous pouvez obtenir un GeForce Tonberry sans gagner d'expérience. Alors oui, là c'est parce que j'ai réussi à plus défense 0, donc je vous montre là pas la différence. Voilà, là, ça fait quand même une bonne différence de dégâts, hein, au moins 600 de dégâts en plus. En plus j'ai eu du bol, on est tombé sur une Lion Heart. Donc les dégâts d'une Lion Heart avec défense 0. Bam. Autre chose, vous n'avez même pas besoin d'auto-booster pour battre les Tonberry avant qu'ils se rapprochent de vous. Dans ma première partie du hard mode, j'avais pas auto-booster à ce stade du jeu, j'ai quand même réussi à battre tous les Tonberry avant qu'ils se rapprochent. Je sais plus ce que j'étais en train de faire là. Oui. Alors je vous montre un peu les dégâts des balles pulsars sans... Voilà. Voilà. Vous voyez à quel point c'est beaucoup plus puissant que les balles anti-char s'il y a défense 0. Je m'en fous un peu des balles pulsars en fait parce que on pourra pas en avoir avant très longtemps. À moins que vous ayez la patience de farmer des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes sulfur, mais moi je l'ai pas. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas. Donc au CD3 on aura un excellent moyen pour en farmer plein. Des balles pulsars. En attendant, je me contente des balles anti-char et balles tornade. Voilà. Hop, cut. Donc là, je suis tombé sur le Tonberry King. Donc ce combat, par contre, je vais pas le faire parce qu'en fait, j'ai oublié de faire des trucs pour me préparer. Donc le Tonberry King... en fait, c'est pas un adversaire dur. C'est pas du tout. C'est juste, en fait, il a beaucoup de PV. Là, c'est pas le combat... ça va pas être le combat officiel parce que je me rends compte que j'ai oublié des trucs qui, en fait... Voilà. Et en fait, je vais reset et je vais recommencer après. Et voilà. En fait, c'est parce que j'ai plus de AP ammo et j'ai quasiment plus de balles tornade. Du coup, ça me gêne. Donc voilà, donc là je recrée des balles. Et en fait là je suis sorti et rentré pour sauvegarder. Et c'est là qu'en fait vous allez vous rendre compte que ça n'a pas réduit mon nombre de Tonberry à 0, mais que ça l'a quand même réduit et qu'il faut donc que je retue 2 ou 3 Tonberry avant qu'ils réapparaissent.
Au passage, la grosse erreur, j'ai oublié de mettre auto-protect pour Kistis. Mais j'ai eu un énorme coup de bol parce que ça aurait pu coûter le combat contre le Tombéry. Tombéry senior, hein, je précise. Mais bon, ça, j'y viendrai après quand on aura trouvé le Tombéry senior en plus. Alors, ça, vous voyez, il y a une propriété un peu spéciale des balles. Les balles, en fait, c'est un peu bizarre. Elles prennent en compte la force, mais elles sont pas considérées comme des attaques physiques. J'ai constaté ça parce qu'en fait, là, comme vous l'avez vu, par exemple, le Tombéry s'est pas retourné après avoir pris des balles. Alors que normalement, une attaque physique, ça l'a retourné, comme ça l'a fait avec Squall. De plus, si un ennemi est en sommeil, les balles ne le réveillent pas. Le Limudrek d'Irvine, ça le réveille pas s'il attaque avec le Limudrek. Donc en fait, les balles, je sais pas trop si c'est considéré comme une attaque... c'est pas considéré comme une attaque magique, c'est clair et net. Mais c'est pas une attaque physique non plus en fait. Donc c'est un peu spécial. En fait, je crois que c'est comme dans les overdrive de Final Fantasy X. Les overdrive de Final Fantasy X, ils étaient considérés comme ni magique ni physique. On appelait ça une catégorie attaque spéciale. Du coup, elles ignoraient carapace et blindage et réveillaient pas les ennemis. Mais du coup, c'est ce qui se passe avec le Limudrek d'Irvine. D'ailleurs, vous allez voir qu'on peut en abuser à un moment du jeu. Il y a un moyen d'en abuser de ça. Si vous prenez un ennemi par surprise, et que si vous êtes rapide, ce que vous pouvez faire, c'est l'endormir avec des Dark Shots. Et après, vous l'attaquez avec des balles, avec d'autres balles. Comme il est endormi et retourné, vous aurez le bonus tout le temps. Le bonus de dégâts retourné tout le temps. Voilà, donc le Tombéry senior. Donc là, ça va être le vrai combat. Hein. Cette fois, il n'y a pas de cut et rien. Alors. Donc la technique, ça va être simple. Kistis va être le soigneur slash tank. D'ailleurs, c'est pour ça que... Vraiment, j'ai été... vraiment, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre auto-carapace que j'ai appris avec Tauros et Taurux sur Kistis. Et ça aurait pu coûter le combat si Tombéry avait attaqué Kistis souvent. Avec auto carapace, il peut pas tuer Kistis. Avec carapace, sans carapace, son attaque générale, parce qu'il a une attaque générale, peut tuer Kistis. Alors je mets Kistis en défense, comme ça, comme le Tombéry n'a que des attaques physiques, elle est immunisée à toutes ses attaques du coup. Donc voilà, donc la technique c'est ça. Kistis va servir de support et Squall et Irvine vont bourrer au limit break. Alors c'est pas un boss dur, par contre il a beaucoup d'HP. Pour ceux qui veulent s'amuser à compter les HP, je vous retiens pas, allez-y. Faut savoir aussi que dans ce hard mode, donc comme je vous l'avais expliqué dans des épisodes précédents, les boss du scénario ont des niveaux fixes, et ainsi que certains boss optionnels. C'est pas le cas du Tombéry Senior. Tombéry Senior, il fait partie des quelques boss optionnels qui ont encore le niveau qui dépend d'une autre. C'est-à-dire que si vous l'affrontez plus tard, il aura plus de HP, il sera plus fort. Donc voilà, autant l'affronter au CD2. Quoi. Alors là, c'est un gros fail. Je voulais mettre blind sur Squall et j'ai lancé un full life par erreur. Donc ça, c'est un gros fail de ma part. Fort heureusement, ça n'a pas eu de graves conséquences, ça m'a juste coûté un full life quoi. Mais les full life, c'est assez rare à ce stade du jeu, donc bon. Mais c'était pas non plus dramatique. Non, donc là, il a tué Squall. Donc c'est pour ça que je garde Kistis en support parce qu'il peut one-shot Irvine et Squall. Et j'ai mis double à Kistis parce que en fait, il a une attaque générale. Il a qu'une seule attaque générale qui donc va tuer Irvine et Squall directement. Donc quand il fait ça, je veux ressusciter Irvine et Squall avec vie. Comme ça ils sont directement HP en critique et ils peuvent refaire leur limit break quand même. Alors là un petit coup de scan pour le fun.
Donc, quand ça affiche les points de vie avec des points d'interrogation comme ça veut dire que soit les points de vie sont supérieurs à 100 000, soit qu'il est immunisé au scan. Donc vous le scannez, mais vous verrez jamais ses PV ni ses faiblesses. La plupart des boss du fin de scénario sont comme ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas voir ses faiblesses et absorption élémentaire, et vous aurez juste des points d'interrogation à la place des HP. Pour les boss qui ont plus de 100 000 PV, si vous arrivez à réduire leur HP en dessous de 100 000, ça vous affichera le chiffre qu'il leur reste sur inconnu. Donc vous verrez juste pas leur HP max et vous pouvez voir comme leur HP actuel. Il y aura quelques boss comme ça normalement. Et quelques ennemis aléatoires aussi. Alors je ne sais pas du tout c'est dans quelle catégorie rentre le Tonberry Senior, mais voilà. Mais je pense que je peux affirmer, je pense qu'il a plus de 100 000 HP. Parce que là, si je me souviens bien, toutes mes balles tornades vont y passer. Je crois que j'en avais 80, 90. Et voilà, en coup critique, ça fait 1400 et quelques. Donc, et 600 en coup normaux. Donc ouais, je pense qu'on peut quand même affirmer qu'il a largement plus de 100 000. Avec ça s'ajoute tous les dégâts de Squall qui fait 1000 par coup. Donc ouais, je pense qu'on peut largement affirmer qu'il a plus de 100 000. Voilà, donc je remets Kisti en défense. Voilà, aussi des fois je ressuscite... Quand Irvine et Squall sont touchés par une attaque individuelle, je ressuscite avec l'autre, comme ça je garde Kisti en défense. Je prends pas de risque comme ça. Là voilà, parfait exemple, 0. Parce qu'elle était en défense. C'est parfaitement ce que je voulais. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre blind sur Squall et Irvine, comme ça pour booster Chris level. Donc faut savoir aussi quand vous faites ça, attendez d'avoir subi l'altération avant de lancer le limit break. Parce qu'en fait, si vous lancez un limit break avant qu'une altération vous touche ou que vos HP diminuent, le Chris level n'augmentera pas, ça prendra pas en compte, sera pas pris en compte dans le Chris level. Si j'avais lancé par exemple Ranzo Kuken avant de subir blind, le jeu l'aurait pas pris en compte dans le calcul du Chris level. Donc voilà. Alors, voilà, donc là je relance blind sur Irvine pour remonter son Chris level. Et on va continuer à bourrer et bourrer. En gros c'est ça la tactique, hein. Il y a vraiment rien de difficile pour ce combat. C'est plus un combat d'endurance que autre chose en fait. Dans la version de base, il est encore plus simple parce que vous avez juste à mettre un personnage en défense avec la compétence empathie. Et le personnage en défense protégera sans arrêt les autres personnes. Alors voilà son attaque, sa seule attaque générale, qui est une attaque physique. Donc voilà, on s'en fout. Et c'est là que je vous dis en fait que ne pas avoir mis auto-protect aurait pu me coûter le combat. Parce que s'il avait fait cette attaque pendant que Kisti n'était pas en défense, ça aurait tué Kisti. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Voilà, donc là j'ai préféré attendre qu'il attaque, comme ça je suis sûr qu'il va pas attaquer Kisti, il va pas en attaquer un autre. C'est pour ça que je dis ça aurait pu me coûter le combat, mon erreur, mon oubli d'auto-protect. Donc là je vais me remettre les altérations d'état. Final Fantasy VIII, le seul jeu où les altérations d'état sont utiles. Les altérations d'état négatives, je précise. Alors oui, par contre c'est un long combat, hein. Y a rien à dire. C'est un long combat. Si vous n'aimez pas les combats longs, bah... passez votre tour. Lionheart.
Aussi, si vous voulez, vous pouvez tenter de lui infliger défense 0 avec Kistis, mais je recommande pas parce que... Enfin, peut-être une tactique, ce serait d'arriver avec juste Kistis affaibli, de faire défense 0 et ensuite d'affaiblir, de régénérer Kistis et d'affaiblir Squall Irvine pour faire les limit break. Ça serait peut-être plus rapide, j'avoue que j'y ai pas pensé, j'avoue que ça aurait pu être une bonne idée. J'y ai juste pas pensé sur le coup. Mais ça aurait peut-être effectivement raccourci le combat. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné si on avait réussi à lui faire défense 0. Mais quand même que Squall a fait beaucoup des meilleurs Ranzokuken hein, avec cécité et silence. Le Crisis Level, encore une fois, c'est vraiment la clé du gameplay. Du moins la clé pour faire de gros dégâts avec les Minorek. Et c'est dommage vraiment que dans la version de base, Aura gâche tout ça. Parce que, encore une fois, si j'avais été dans la version de base, ça on s'en fout quoi. On lance Aura et puis on n'en parle plus. Ouais, au passage, j'ai testé les Fast Ammo. Alors, faut savoir que les Fast Ammo d'Irvine, c'est l'attaque qui peut vous donner le plus gros. Je crois, avec un Crisis Level de 4, vous pouvez lancer au moins 50 balles avec les Fast Ammo. Alors, ça fait beaucoup de dégâts, et ça a été vachement nerfé dans ce hard mode, parce que dans sa version de base, c'était l'attaque la plus puissante d'Irvine, parce que vous pouvez justement faire 50 coups. Et je crois que vous pouvez, avec 255 en force et coups critiques, vous pouvez faire 4000 par balle, ce qui est gigantesque. Mais malheureusement ça a été nerfé. Alors ça reste une attaque très puissante. Le problème c'est que en fait vous êtes limité à 99 balles, donc au final ça revient. C'est mieux d'utiliser les balles pulsar ou les balles tornade ou anti-char plutôt que d'utiliser les balles véloces. Ouais, c'est ça, en VF c'est les balles véloces. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. C'est juste que c'est plus économique d'utiliser les balles tornade et anti-char parce que finalement ça va donner le même résultat avec moins de balles. Donc puis en plus vers la fin du jeu les balles pulsar peuvent dépasser les 9999 dans ce hard mode, donc du coup ça rend le truc beaucoup plus intéressant. Oui, par contre il est vraiment très loin crevé hein. Je crois que je n'ai plus de balles tornade. Je sais plus s'il reste encore longtemps à ce combat. Pour être honnête, je sais même plus qui c'est qui a donné le coup de grâce. Et je suis maudit, j'ai encore vu un 666. Mes vidéos sont maudites par le diable. Ah là là. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas mis autoprotect parce que là il n'y a pas eu Carapace qui s'est activé pour cette attaque là. C'est là que dans ma tête j'ai fait oh merde. Mais bon, c'est bon, ça faisait tellement longtemps que ce combat durait, j'allais pas recommencer. Ouais, je vais utiliser les quelques balles pulsar qui me restent. Ah, les dégâts sont quand même vachement élevés hein, avec les balles pulsar. Enfin, beaucoup moins élevé que dans la version de base, mais ça reste quand même pas mal. Surtout vers la fin du jeu, quand on aura une bonne force. Et on pourra faire des coups critiques. Donc voilà, le Tonberry est vaincu. Et donc on a une nouvelle G-Force. Il est mignon. Encore une fois, les G-Force, on s'en fiche. À part ça, il va donner une Royal Crown, c'est pas mal. Ça permet d'apprendre magie plus 30%. 60% dans la version de base. Mais voilà. Donc on a une nouvelle G-Force, le Tonberry. Regardons ce que ça fait. Alors, il rejoint direct au niveau 30. Alors en fait, il est utilisable pour plusieurs trucs. Déjà, il a Haggle et Familiar qui permettent d'accéder au magasin par le menu. On peut lui apprendre Initiative, Auto-Potion, c'est vraiment pas mal. Et aussi, il y a Level Down et Level Up. Alors, Level Down et Level Up, ça marche que sur les monstres aléatoires et ça permet en gros de augmenter ou diminuer le niveau des monstres. Alors, ça
n'a pas vraiment intérêt en temps normal, mais si vous cherchez à avoir un objet en particulier, ça peut être intéressant d'essayer d'augmenter le niveau du monstre pour essayer d'avoir cet objet. Par exemple, si je reprends le cas des Feng dans l'épisode précédent, ce que j'aurais pu faire si j'avais eu Tomberry à ce moment-là, j'aurais pu faire level down pour réduire leur niveau jusqu'à le niveau où ils peuvent me le donner à coup sûr. Ou presque coup sûr en tout cas. Voilà, c'est ça, j'avais oublié Autoprotect. Et je crois que cet épisode va s'arrêter là, on va juste sortir et sauvegarder. Vous avez pas la moindre idée du temps que ça m'a pris pour tuer tous ces putains de Tomberry. Là, vous allez voir que 25-26 minutes de vidéo. Alors qu'en réalité, les Tomberry, j'ai dû mettre au moins 2 heures pour tous les battre. C'est juste complètement abusé. Cette quête est ridicule, encore une fois. Aussi, avec Tomberry, vous pouvez avoir des compétences pour réduire le prix d'achat des objets et augmenter le prix de vente. Donc c'est intéressant. Au passage, vous voyez, voilà, hein, vous voyez, 25h26 avant de commencer à tuer les Tomberry, 27h après les heures, voilà. Vous avez une idée du temps. Bon allez, donc moi sur ce, je vais vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, etc. etc. Salut!